Aujourd'hui, nous allons aborder la triste histoire de Karine Brunet-Jambu, aspirée dans l'enfer dès les premières minutes de son existence. Karine naît en 1997 à Rennes, en Bretagne, dans le nord-ouest de la France. Et sa vie commence très mal, et c'est peu dire, puisque avant même sa naissance, c'est une enfant non désirée. Ses parents, Anne-Marie et René, ont un retard mental léger. Et c'est dès la grossesse de la maman qu'un membre de la famille de la petite Karine, qui n'est autre que la belle-sœur du papa, Laurence, commencera à percevoir la négligence d'Anne-Marie envers Karine, et elle passera des années à tenter d'alerter les autorités pour tenter de sauver la pauvre petite. Durant cette grossesse, Laurence trouve l'attitude d'Anne-Marie désintéressée. Plus les mois passent et plus le comportement d'Anne-Marie confirme qu'elle n'a pas envie de voir naître son enfant. Pour une raison inexpliquée, elle sera complètement dissociée de sa grossesse et cette indifférence atteindra son paroxysme quand elle apprendra qu'elle accouchera bientôt d'une petite fille. Les mois s'écoulent et c'est sans surprise que Karine finit par accoucher. Et l'arrivée de sa fille au monde ne provoquera pas en elle le déclic tant attendu par Laurence, très inquiète de la situation. Anne-Marie ne parvient ou ne veut pas s'occuper de Karine, au point qu'elle ne parvient pas à la prendre dans ses bras. Elle ira même jusqu'à dépersonnaliser l'enfant en l'appelant « elle », refusant ainsi de la nommer. Laurence, alors spectatrice, voit les choses se confirmer et c'est tout un tas d'alarmes qui retentissent dans son esprit. Et elle est bien décidée à garder à l'œil la petite Karine. Face au manque cruel d'intérêt de la part d'Anne-Marie, René, son mari, et père de l'enfant, ne parvient pas à aider. Au départ, il tente d'être présent, mais rapidement, il est complètement débordé et perdu. Il ne complète pas du tout le manque de présence de sa femme et se retrouve du jour au lendemain à devoir jouer le rôle du père, de la mère, de l'éducateur social, et il est totalement dépassé. Mentalement légèrement déficient, il n'a pas la capacité de gérer le bien et le mal et est doté d'un sens du discernement assez faible. Il est tellement crédule qu'il ne comprend même pas que Karine n'est pas son enfant puisqu'il est stérile. Et sa stérilité est certaine puisque lors d'une union précédente avec une ex-femme, il a subi les batteries de tests médicaux nécessaires au diagnostic. Mais l'histoire à laquelle il croit est rocambolesque. Un jour, Anne-Marie et René décident de se rendre chez un marabout afin de le guérir de son impossibilité de procréer. Lors du rendez-vous, le marabout pose sa main sur les parties génitales de René et le prétend guéri. Tous les deux convaincus que l'opération a fonctionné, sur le chemin du retour, le couple s'arrête et décide d'avoir des rapports sexuels. Et c'est cette anecdote qu'Anne-Marie utilisera afin de justifier sa grossesse et René en sera entièrement convaincu, il est guéri. C'est d'ailleurs cette version qu'ils diront à leur entourage pour justifier la grossesse d'Anne-Marie, ce qui vous donne une petite idée de la capacité de réflexion du couple. Revenons maintenant au premier jour de la vie de Karine. Après la naissance de la petite et plusieurs jours de désintérêt total de la part d'Anne-Marie, René, désespéré, décide de téléphoner à Laurence pour solliciter son aide afin qu'elle aide Anne-Marie à s'occuper de l'enfant. Il décide donc qu'Anne-Marie passera 3 jours chez Laurence, dans l'espoir que ce séjour, avec le soutien d'une autre maman, l'aidera à présenter un intérêt pour Karine et développer un instinct maternel peut-être un peu tardif. Mais ce que Laurence va découvrir est insoutenable. Au départ, pour justifier le rejet, Laurence se dit qu'en tant que jeune maman, Anne-Marie doit simplement être fatiguée et exténuée et que ça va finir par venir. Et il faut préciser qu'à ce moment-là, Laurence sait que par le passé, Anne-Marie a déjà perdu un enfant, mais elle n'en connaît pas les raisons exactes, si ce n'est que la maman avait vaguement prétendu qu'il s'agissait d'un problème cardiaque. Et jusque-là, rien ne l'a poussée à croire que c'était un mensonge. Et c'est au bout du 3e jour que l'impensable arrive. Par impatience, Laurence, qui tient alors Karine dans ses bras, se dirige vers Anne-Marie et lui impose de prendre la petite. Anne-Marie la repousse immédiatement et lui dit « Je vais la saigner comme j'ai saigné l'autre ». Laurence lui demande alors « Quelle autre ?» Et Anne-Marie reprend « La petite que j'ai tuée à coups de couteau, c'est pour ça que j'ai fait de la prison ». Laurence, qui a alors Karine à ce moment-là dans les bras, s'effondre, abasourdie par ce qu'elle vient d'entendre.
Elle se sent doucement glisser vers le sol, les jambes sciées, tant le choc de cette révélation est violent. Cette bouleversante nouvelle information ne fait que renforcer toutes les craintes déjà présentes en elle, et à partir de là, Laurence sait qu'elle doit enclencher sa vigilance et protéger Karine. Dans cette onde de choc et face à l'urgence de la situation, Laurence décide le soir même de convoquer Renée en lui révélant ce qu'elle vient d'apprendre et lui demande de prévenir les services sociaux pour, encore une fois, protéger Karine. Mais la réponse de René est à décrocher la mâchoire puisqu'il répondra simplement « C'est pas grave, c'est pas la mienne ». Karine est donc extrêmement seule. Face à la réponse scandaleuse de son beau-frère, Laurence fait un premier signalement au service de la protection de l'enfance. Et il sera le premier d'une longue et tragique liste d'appels à l'aide qui tomberont à l'eau un à un. Pour seule réponse, elle recevra d'ailleurs 1 mois plus tard une lettre des services sociaux lui disant qu'il travaille en bonne approche de la famille et qu'il gère totalement la situation. À compter de ce signalement, les parents seront suivis, mais très mal. Les travailleurs sociaux en charge du dossier sont surchargés. Ils interviennent tous les jours, matin et après-midi, dans 7 familles différentes. Mais au bout d'une semaine, un rapport tombe et le verdict est lourd. Il est demandé d'enlever Karine de cette maison et de la placer en famille d'accueil, car ils sentent que les choses ne tourneront pas bien pour elle. Mais les procédures crachent et sans qu'on ait encore vraiment d'explication à l'heure actuelle, la petite Karine restera 11 ans dans cette maison de l'enfer. Et durant ces 11 ans pourtant, des travailleurs sociaux continueront à venir et certains d'entre eux feront même des rapports à l'aide sociale de l'enfance. Karine va subir des mauvais traitements de la part de ses parents, mais surtout de sa mère dont elle est terrifiée. Pour exemple, il l'enferme dehors des heures durant dans le froid, il l'empêche d'aller aux toilettes, il l'insulte, il y a les privations, les menaces de mort répétées et surtout sa mère qui la bat énormément. Mais son calvaire ne s'arrête pas là, puisqu'elle subira également des violences pédophiles au sein de son domicile, au su et au vu de ses 2 parents, par un ami de la famille qui vivra chez eux 3 années durant. Et cet ami, il s'appelle Roland Blaudy et c'est un multirécidiviste condamné pour des faits de violence sexuelle sur mineurs pour lesquels il a fait de la prison. Et ça, les parents de Karine en sont tout à fait informés. Mais ça ne leur pose aucun problème de morale ou de conscience puisque quelques mois après sa sortie de prison, il se lie d'amitié avec lui et lui propose de venir vivre au domicile familial. Pendant plusieurs années, de 2002 à 2005, Roland va chercher Karine dans son lit pendant la nuit et la fait s'installer sur le canapé familial pour abuser d'elle. Mais pas que. Ce terrible calvaire peut aussi se dérouler l'après-midi. Et pour ce faire, il demande alors à Anne-Marie de partir, ce qu'elle fait, tout en sachant pourquoi Roland souhaite rester seul avec sa fille. Et il la paye d'ailleurs, d'une certaine manière, pour avoir le droit d'abuser de la petite, puisqu'il lui donne de l'argent pour qu'elle s'achète ses cigarettes lorsqu'il lui demande de partir. Et sur d'autres jours, il lui paye ses courses et de l'alcool pour leur soirée du samedi. C'est un espèce de troc implicite. Et l'horreur ira loin, puisqu'à un moment donné, Roland aura un appartement qu'il louera avec un ami à lui dans le centre-ville de Rennes, et il aura à nouveau la permission des parents pour y emmener Karine et la violer. Les parents, complices donc, lui confient Karine sans problème. Ils reconnaissent sans problème qu'en rentrant chez eux, il leur arrive de retrouver la petite Karine nue dans le lit de Roland, et malheureusement, ça leur donne un prétexte supplémentaire pour enguirlander l'enfant martyr. Vers l'âge de 3 ou 4 ans, c'est une enfant qui n'existe pas. C'est une enfant abandonnée, qui n'est pas embrassée, qui n'est pas aimée. Elle est tout le temps laissée dans un lit à barreaux qui la maintient d'une certaine façon en cage. C'est une enfant qui ne parle pas, qui ne sourit pas, qui n'est pas du tout épanouie. Ces mauvais traitements engendrent d'ailleurs un retard dans son évolution. Son seul échappatoire, c'est l'école, et là encore, rien ne va. Ça ne se passe pas mieux puisqu'on la met dans la bibliothèque pour ne pas qu'elle gêne les autres élèves. C'est une enfant qui part le vendredi soir de l'école et qui revient le lundi matin avec exactement les mêmes vêtements, les mêmes couches. Au bout d'un temps, elle sera tout de même vue par une équipe de renforcement pédagogique, en renfort à l'équipe éducative de base,
qui fera 2 fois un signalement en réponse au comportement inquiétant de Karine. Mais voilà, ils hésitent entre l'idée qu'elle soit maltraitée ou le fait qu'elle fantasme et invente toute son histoire. Laurence dira plus tard qu'elle pense que l'école dans laquelle elle se trouvait pensait qu'elle venait d'une famille de simplets, certes, mais tout à fait inoffensive à leurs yeux. Elle est tellement perturbée qu'à l'âge de 6 ans, elle se masturbe devant sa famille lors de réunions organisées. Laurence, qui comprend bien que l'enfant va très très mal sans en connaître les détails exacts, soupçonne le pire. Et elle ruse. Étant donné que ses parents n'aiment pas Karine et qu'ils considèrent que c'est juste, pour reprendre leurs mots, un gouffre à pognon, elle utilise l'argument de l'argent pour qu'ils acceptent de laisser Karine venir dormir chez elle. En effet, malgré une situation financière loin d'être extrêmement confortable, elle explique à Anne-Marie et René que s'ils laissent Karine dormir chez elle, c'est elle qui payera pour la nourriture et pour les vêtements, ce qui les libère de cette charge. Et il faut savoir que René est très radin et que ça va venir d'ailleurs jouer un rôle supplémentaire dans le fait qu'Anne-Marie ait troqué sa fille contre de l'alcool et des cigarettes. C'est assez difficile à conscientiser, mais pour une femme comme elle, qui n'avait pas un sou de son mari, même pas assez pour s'acheter une baguette de pain, qui a un retard mental et un sens moral et éthique extrêmement réduit, livrer sa fille contre de l'argent, ça a une certaine forme d'intérêt. Elle aurait tout fait pour un peu d'argent, même l'impensable. Laurence parvient donc à avoir la petite chez elle à l'occasion et devient sa bulle d'oxygène. Elle a l'horreur de constater que Karine a un comportement assez sexualisé. Son regard est dans le vague, elle est absente. Sa beauté d'enfant s'assombrit et elle développe naturellement des troubles du comportement. Laurence est terrifiée de constater la fragilité de cet enfant qui, à tout moment, peut faire une tentative de suicide et partir. Au fur et à mesure, les échanges avec les parents de Karine deviennent virulents face à la situation des plus insupportables. Les parents de Karine, en réponse aux conflits de plus en plus fréquents avec Laurence et de façon à punir Karine gratuitement une fois encore, par la même occasion, les privent de se voir et ne laissent plus Karine aller chez Laurence. La petite, désormais, tristement, n'a plus rien pour elle. Elle confiera d'ailleurs par la suite qu'elle n'avait que 2 repères d'amour dans cette maison de l'enfer. Le premier, c'est une poupée grandeur nature offerte par Laurence, à laquelle elle pouvait faire des confidences et raconter toute sa souffrance. Et le second, c'est son chat, qui représentait le seul être vivant chaud qui lui apporte de l'amour et cette chaleur qui lui manque. Laurence tente une fois encore de sauver Karine en allant frapper aux portes de toutes les institutions en charge de la protection de l'enfance. Elle fera un nombre de signalements spectaculaires puisqu'il n'en faudra pas moins de 14 pour réussir à sauver Karine de ses parents et de son violeur qui vit sous le même toit. Laurence devient alors la bête noire, la sorcière aux yeux des tribunaux et des services sociaux qui d'ailleurs l'appellent la sorcière ou l'autre, comme pour dire insignifiante, mais elle ne se laisse pas démonter et leur tient tête. Elle écrira à des ministres, des procureurs, le président de la République lui-même, à l'époque Nicolas Sarkozy, qui, d'ailleurs, au moment de l'affaire, sera le seul à réagir. Et enfin, suite à tous ces signalements, on finit par lui confier la garde de Karine, un peu comme une famille d'accueil. C'est le soulagement pour les deux. Mais le bonheur sera de courte durée, car Karine sera arrachée à ce foyer reposant par un travailleur social qui considère que Laurence est folle et dangereuse pour Karine. Il réclame même à ce titre une expertise psychologique pour elle. Il ira jusqu'à prendre Karine dans sa voiture, une scène violente que Laurence décrira presque comme étant un enlèvement, au moins sur le plan psychologique concernant la petite Karine. Ça a été si loin qu'en 2006, Laurence est convoquée devant le délégué du parquet pour dénonciation calomnieuse et on l'obligera même à faire une lettre d'excuse aux violeurs et aux parents maltraitants de Karine ainsi qu'à la justice qu'elle a perturbée. Son seul recours désormais est d'écrire au président Nicolas Sarkozy toute sa souffrance, en prenant soin d'y joindre les témoignages que Karine a fait entre-temps à la justice, témoignages d'ailleurs considérés comme crédibles aux yeux de la loi.
Un psychologue dira même qu'il serait dangereux d'éloigner Karine et Laurence l'une de l'autre pour l'équilibre psychologique de la petite. Karine essayera au même moment de se pendre, ne voyant plus d'autre porte de sortie. Un expert psychologue désigné par la justice dira ceci de la petite. Nous avons fait passer à Karine le test de Rorschach. Il est difficile de situer son niveau intellectuel tant le test apparaît empreint de morbidité. Elle n'y voit que du sang et des animaux morts. On relève la présence évidente d'un choc sexuel massif et une position inconsciente suicidaire très importante. Je n'ai jamais rien vu de tel durant toute ma carrière. À force d'acharnement auprès des institutions qui l'ont rejetée plus d'une décennie, Laurence parviendra enfin à sauver Karine et à la recueillir chez elle. Il y a 5 ans, elle a enfin pu officiellement adopter Karine, qu'elle considère comme sa fille depuis le départ. Suite à cet incroyable sauvetage, Laurence est devenue présidente d'une association de protection des enfants qu'elle a montée elle-même. Elle aide maintenant les familles non entendues par le système sur la région de la Bretagne principalement, mais aussi en France et même en dehors des frontières. Elle milite contre la parole de l'enfant négligé, l'inceste qui envahit la société, la morale qui n'existe plus et le manque d'éducation sexuelle et parentale. Elle dénonce les injustices qu'elle a vécues un peu partout dans les médias, dont en voici 2 exemples. La délivrance d'un faux certificat médical par un médecin pour Karine, stipulant qu'elle est en bonne santé, ce qui a considérablement protégé les 2 parents pendant toutes ces années. Actuellement, on ne sait pas si le médecin est complice ou a juste fait une faute professionnelle en n'auscultant pas Karine, car les expertises ont plus tard démontré la véracité de tous les sévices sexuels qu'elle a vécus puisqu'elle est mutilée physiquement. Ou alors, entendez cette autre histoire absolument choquante où lors d'une énième rencontre avec un magistrat sur le sujet des fellations dont était victime Karine, 5 ans, le magistrat dira que l'enfant était potentiellement demandeuse. Les professionnels de l'enfance mandatés pour protéger cette petite ont tous fermé les yeux. Certains magistrats de Rennes ont même ignoré les signalements gravissimes arrivés sur leur bureau. Avec le recul, Laurence pense que comme les parents ont une débilité légère constatée, les autorités en matière de l'enfance ont dû penser que l'enfant mentait. Mais suite à son long combat, elle a enfin pu faire condamner les coupables comme suit. Les parents de Catherine ont écopé de 3 ans de prison avec sursis. L'ami des parents, le violeur Roland Blody, a quant à lui été condamné à 30 ans de prison. L'État a dû verser 12 000 € de préjudice au titre du déni de justice, et c'est d'ailleurs la première fois en France, ainsi que 3 000 € de frais de justice. Et pour Karine, aujourd'hui, elle vit dans une fratrie qui l'aime et la porte, puisqu'elle a gagné 5 frères et sœurs en intégrant la famille de Laurence. Elle a aujourd'hui 24 ans, un compagnon, et est une travailleuse sociale auprès de familles en difficulté. Voilà, cette histoire est terminée pour aujourd'hui. J'ai décidé de la présenter sous forme de podcast afin de respecter les victimes, afin de respecter Karine essentiellement. La grande source de cette vidéo reste le livre qu'elles ont coécrit Laurence et Karine ensemble, qui s'appelle Signalement avec un S, où Laurence vous expliquera toutes les démarches judiciaires en détail qui ont été faites, qui ont été un flop, en quoi ça n'a pas fonctionné. J'espère que ce podcast vous aura intéressé, que cette histoire vous aura sensibilisé, et je vous mets un petit lien pour aller acheter leur livre. En attendant, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.